Cette maison que vous voyez, très mal entretenue et que l'on peut aisément qualifier de taudis, est l'habitation d'une personne. Alors, on pourrait se dire que cette personne n'a pas de chance et que la société est très inégale. Mais cette maison, c'est une maison des horreurs. Et à la fin de l'histoire que je vais vous raconter, vous n'éprouverez absolument aucune empathie pour la personne à qui appartient ce logement. Vous regretterez peut-être même la peine qui lui a été infligée. Du côté de Sao Paulo, dans le sud du Brésil, la vie est belle, surtout pour le couple que forment Harry et Marcia Friedenbach. Nous sommes en 1987, et difficile de ne pas être heureux pour ces deux amoureux. Ils vivent au soleil dans l'une des plus grandes villes du pays et du monde d'ailleurs. Harry est avocat, il gagne très bien sa vie, si bien que son seul salaire suffit à entretenir la petite famille. Et en plus, le couple attend son premier enfant. La joie est au rendez-vous. Et le mercredi 6 mai 1987, c'est le grand jour. Liana, la petite fille d'Harry et Marcia, voit le jour. C'est le bonheur total pour tout le monde. Liana est chouchoutée, les parents sont fiers de leur fille, et ce bonheur, ils veulent l'augmenter encore en ayant un second enfant. C'est ainsi qu'en 1991, le petit frère de Liana voit le jour également. La relation entre la fille et son père est vraiment fusionnelle. Alors évidemment, elle aime du plus profond de son cœur sa mère et son frère, mais il y a un supplément d'amour envers son paternel. La vie suit ainsi son cours des années durant. Liana finit par développer une passion pour le heavy metal, que l'on retrouve dans son style vestimentaire. Elle aime la musique, mais l'école n'est pas en reste. Elle n'éprouve aucune difficulté à passer les différentes étapes lors de sa scolarité. En 2003, Liana a donc 16 ans. Elle est au lycée, mais ses parents décident de l'inscrire dans un nouvel établissement, privé et mieux coté. La seule difficulté, c'est que ce changement intervient alors que l'année scolaire a déjà commencé. Et Liana appréhende un peu d'arriver dans une classe déjà formée, avec des amitiés déjà liées, et craint d'être un peu isolée. Cette angoisse s'envole rapidement, parce qu'elle est très bien accueillie, notamment par un autre élève de l'établissement, Felipe Café. En réalité, il est également un nouvel élève de l'école, sauf que lui est présent depuis la rentrée scolaire. Mais il ne connaît pas grand monde non plus. Felipe est aussi né à Sao Paulo, le 1er juillet 1984. Sa mère est infirmière et son père un employé. La famille appartient à la classe moyenne, qui normalement n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants dans un établissement aussi prestigieux que celui qu'il fréquente. Sauf que Felipe est un travailleur. Il étudie avec passion et forcément, les résultats suivent. Et quand les résultats sont au rendez-vous, les opportunités également. C'est ainsi qu'il s'est vu proposer une bourse afin d'intégrer un programme auquel il n'aurait jamais pu accéder autrement. Liana et Felipe viennent de deux univers qui ne se côtoient presque pas au Brésil. Pourtant, cela n'empêche pas le garçon d'être attiré par l'adolescente. Au départ, il se tourne un peu autour. Puis Felipe finit par proposer à Liana de la voir en dehors de l'école, ce qu'elle accepte. C'est de cette façon que commence l'histoire d'amour entre les deux. Au début, Liana garde cette relation secrète et n'en parle pas à ses parents, même si son père se doute de quelque chose. Un jour, il est venu récupérer sa fille à la sortie de l'école et l'a vue en compagnie d'un grand et beau garçon. Il a demandé de but en blanc s'il était son petit ami, mais gênée, Liana a répondu que non. Simplement, quelques jours plus tard, elle admet à ses parents que Felipe est bien son petit copain. La nouvelle n'est pas accueillie avec le plus grand des enthousiasmes. Ce qui dérange un peu Marcia et Harry, les parents de Liana, c'est la différence d'âge qui existe entre le garçon et elle. Liana est toujours mineure, et même si 3 ans, cela ne paraît pas excessif, entre 16 et 19 ans, l'écart semble plus significatif que pour des personnes plus âgées. Pour autant, les parents de l'adolescente décident de laisser couler, en surveillant de près cette relation. Ils ne veulent pas être à l'origine d'un chagrin amoureux, en empêchant leur fille d'être auprès de son premier amour. Puis, finalement, il s'avère que Felipe est vraiment un garçon en or. Harry et Marcia apprennent à l'apprécier. Ils sont même heureux que leur fille l'ait rencontré désormais. La relation est approuvée, Liana et Felipe sont fous amoureux l'un de l'autre, et ils profitent de tous les instants qu'ils passent ensemble. Le vendredi 31 octobre 2003, Liana et Felipe décident qu'ils pourraient s'organiser un petit voyage tous les deux. Ils aimeraient faire du camping. Cependant, bien que leur relation soit validée par les parents de Liana, l'adolescente est persuadée qu'ils ne donneront pas leur accord pour une telle escapade. Et pour plusieurs raisons.
La première est qu'elle n'a que 16 ans. Elle n'est encore jamais partie seule en voyage et son seul compagnon sera son petit ami, qu'elle ne fréquente que depuis moins de 2 mois finalement. Un autre point est que le Brésil, malgré de magnifiques paysages, reste relativement dangereux dans certains coins. Et il y a donc de fortes chances pour que ni Marcia ni Harry n'autorisent leur fille à partir avec Felipe. Mais Liana pense que ses parents sont en train de la surprotéger. Elle veut absolument faire ce voyage, alors elle décide de leur mentir. Elle leur annonce qu'elle est invitée pour un voyage avec un groupe d'amis et que leur destination est Ilhabela, une ville très touristique à une 50aine de kilomètres de Sao Paulo. Elle ne parle ni de Felipe, ni de camping. Et pour Harry et Marcia, il n'y a pas de raison de bloquer Liana, d'autant plus qu'ils connaissent les amis avec qui elle est supposée voyager. L'accord est donné par les parents de l'adolescente, qui est alors ravie. Son père lui demande quand est-ce qu'elle souhaite qu'il la dépose. Mais Liana, maline, lui dit qu'il n'a pas besoin de se déplacer, et que c'est Felipe qui va l'emmener pour lui dire au revoir. Harry trouve ça mignon, et il laisse donc sa fille quitter la maison en compagnie de Felipe. De prime abord, on pourrait penser que les parents de l'adolescente sont très souples, ils acceptent beaucoup de choses. Mais il faut bien comprendre que Liana ne leur a jamais menti, elle est une fille adorable, et il n'y a pas lieu de soupçonner quoi que ce soit. De son côté, le jeune homme a également menti à sa famille, mais a bien dit qu'il irait camper. Il n'a juste pas mentionné que cette escapade se ferait seulement en la compagnie de sa petite amie. Il a expliqué partir avec un groupe de copains. Peut-être n'assumait-il pas faire ce voyage avec Liana. Peut-être que sa famille l'aurait questionné. Peut-être qu'il y avait un risque que le mensonge de sa petite amie soit découvert si sa famille venait à contacter celle de Liana. Quoi qu'il en soit, les deux ont menti. Le couple se rejoint donc au musée d'art moderne de Sao Paulo. Simplement, ils se rejoignent tardivement et il n'y a plus de transport en commun pour se rendre à leur destination. Ils passent donc la nuit sur des bancs à proximité du musée. Ils attendent 5 heures du matin pour que le premier bus les emmène. Le samedi 1er novembre, ils sont enfin assis dans un bus. Celui-ci les amène à 1 heure de Sao Paulo, à Embu-Guaçu. Ce n'est qu'une étape puisqu'ils montent dans un second bus qui les conduit cette fois à Santa Rita, là où ils vont installer leur tente. La région dans laquelle ils se rendent est connue pour le camping, mais pas seulement. C'est aussi un secteur où il est recommandé d'être vigilant. Ce n'est pas la partie la plus sûre du Brésil. Sauf que Felipe connaît bien l'endroit, puisqu'il y est déjà venu plusieurs fois depuis qu'il a 14 ans, et il n'a jamais eu aucun problème. Liana, quant à elle, ignore totalement ce qu'il se trouve ici, et elle est impatiente de découvrir un pays qu'elle n'a que très peu visité au bout du compte. Une fois le trajet de bus terminé, le couple commence à parcourir le coin à la recherche d'un endroit convenable pour poser sa tente. Alors qu'ils parcourent le secteur, ils se font remarquer par beaucoup de monde. Liana, qui adore le heavy metal, porte souvent des tenues noires atypiques. Et dans un coin un peu reculé de la région de Sao Paulo, les gens ne sont pas habitués à voir de tels accoutrements. Felipe non plus ne passe pas inaperçu. Il porte sur son dos un gros sac de randonnée et de couleurs vives, avec tout l'équipement nécessaire. Ils attirent l'attention de 2 personnes, un adolescent de 16 ans nommé Champigna et un jeune homme de 20 ans, Paolo, plus communément appelé Pernambuco. Cette rencontre va faire basculer le destin du couple. Liana Friedenbach et Felipe Café sont à la recherche d'un emplacement pour camper dans la région d'Embu-Guaçu. Pour être certains de pouvoir voyager tous les deux, ils ont menti à leurs familles respectives. Les voici en train de marcher quand ils sont vus par 2 garçons, Champigna et Paolo. Si le duo observe le couple, c'est surtout parce que les 2 jeunes hommes sont intéressés par Liana. Et en la voyant, ils se disent qu'il serait malin d'attaquer les deux plus tard dans la soirée. Liana et Felipe, quant à eux, ne font pas attention à qui les observe et continuent leur route jusqu'à une ferme abandonnée qui est un lieu prisé des campeurs du coin. D'ailleurs, peut-être que ce terrain ne servirait pas tant de camping si les gens connaissaient l'histoire derrière l'abandon de cette ferme. Plusieurs années auparavant, le propriétaire a été agressé lors d'une tentative de cambriolage. Les voleurs étaient armés et ils ont fait usage de leurs pistolets, touchant grièvement l'homme. Fort heureusement, la victime n'a pas succombé à ses blessures, mais le traumatisme, lui, est resté. Hors de question pour le propriétaire de revenir à sa ferme, et il a préféré la délaisser plutôt que de prendre le risque d'y retourner. Depuis, les gens du coin utilisent le terrain pour installer leur campement. Alors que Liana et Felipe s'installent, la jeune fille reçoit un coup de téléphone de son père, qui souhaite savoir si tout se passe bien pour elle et si le trajet n'était pas trop éprouvant. Mais au téléphone, Harry n'entend quasiment aucun arrière-bruit.
Il aurait pensé, puisque Liana était censée se trouver avec un groupe d'amis, qu'il entendrait des gens parler, rire ou crier, une ambiance de vacances d'adolescents. Alors, le père insiste auprès de sa fille, afin de savoir si tout se passe comme prévu. Liana est catégorique, il n'a pas à s'en faire, tout se déroule comme convenu, et elle profite de ses vacances au maximum. S'il n'y a pas de bruit, c'est parce que ses amis sont en train de dormir, et le papa ne creuse pas plus, parce qu'il n'a pas de raison de le faire. Liana finit par raccrocher. Elle aide Felipe à terminer de tout installer, puis ils peuvent enfin commencer leur aventure en amoureux. Le lendemain matin, le dimanche 2 novembre, Harry, le père de Liana, rappelle sa fille toujours pour prendre de ses nouvelles et s'assurer que les vacances ne connaissent aucun accroc. Au premier appel, sa fille ne répond pas. Il recommence, mais à nouveau elle rate le coup de téléphone. En réalité, à chaque fois qu'il appelle, il tombe sur la messagerie de sa fille. Sur le moment, le papa est un peu inquiet. Tout simplement parce que tomber directement sur la messagerie n'est jamais de bon augure. Mais il se peut qu'elle n'ait plus de batterie ou que le réseau soit mauvais. Cependant, l'angoisse retombe un peu, parce qu'il est censé la retrouver ce soir à l'arrêt de bus pour la ramener à la maison. Liana lui expliquera donc à ce moment quel était le problème avec son téléphone. Les quelques heures d'attente semblent interminables, mais finalement, voici l'heure de chercher sa fille. Harry conduit jusqu'à l'arrêt de bus. Il voit les véhicules défiler sous ses yeux, ainsi qu'une multitude de passants, mais pas Liana. Il n'y a pas Liana, mais il n'y a aucun de ses amis non plus. Et là, c'est l'angoisse la plus totale qui prend le dessus. Où est Liana ? Où sont ses amis ? Sont-ils encore ensemble ? Ces questions fusent dans l'esprit de l'homme qui panique de plus en plus fortement. Le père de Liana décide donc de téléphoner à l'une des meilleures copines de sa fille. Il réussit à la voir au bout du fil, et l'homme, inquiet, est direct. Il veut savoir où se trouve Liana. De l'autre côté du téléphone, l'adolescente répond sans réellement le faire. Elle reste très vague, ce qui agace fortement Harry, qui devient plus sec, et lui ordonne de tout lui dire. Embêtée, la jeune fille finit par lâcher le morceau. Sa fille n'est pas partie à la station balnéaire avec un groupe d'amis. Elle est allée faire du camping avec son petit copain, Felipe. Le ciel tombe sur la tête du père qui n'en revient pas. Sa fille lui a menti. Mais ce n'est pas ce qui le travaille le plus. Son absence de réponse est sûrement un mauvais signe. Il craint qu'un malheur ne soit arrivé à sa fille. Harry fait aussitôt demi-tour et fonce à la maison pour connaître l'endroit où vit Felipe en cherchant dans le carnet d'adresse de sa fille. Une fois fait, il se dépêche de conduire jusqu'à la famille du petit ami. C'est la mère de Felipe qui lui ouvre et avec qui il échange les premières informations. Évidemment, il demande si elle sait où se trouve son fils et avec qui. La mère de Felipe répond qu'il est parti faire du camping avec un groupe d'amis. En tout cas, c'est ce qu'il lui a annoncé. Elle n'en sait pas plus. Et les deux parents comprennent alors que leurs deux enfants leur ont raconté des bobards. La mère de Felipe ajoute que son fils lui a dit qu'il était allé camper du côté d'Embu-Guassou. Mais puisque les deux ont menti, où aller chercher ? Eh bien en fait, Harry n'hésite pas une seule seconde et prend la direction d'Embu-Guassou, pour la simple et bonne raison que la copine de Liana avait parlé du camping. Le père pense à ce moment que le couple a peut-être décidé de rester plus longtemps ensemble, qu'ils se sont peut-être perdus ou qu'ils ont simplement raté le dernier bus. En arrivant sur place, il a bon espoir de les retrouver, mais il va rapidement déchanter. Aucune trace ni de l'un ni de l'autre. Ils sont peut-être allés camper, mais ils ont pu mentir sur l'endroit. Harry est démuni. Il ne peut faire qu'une seule chose, retourner à Sao Paulo, franchir l'entrée d'un poste de police et signaler la disparition de sa fille, ce qu'il fait immédiatement. Puis il retourne auprès de sa famille. Il informe tout le monde de cette disparition inquiétante, et c'est alors que le jeune frère de 12 ans de Liana avoue que sa sœur l'avait informé de son escapade avec Felipe, et qu'elle devait le tenir informé de son séjour, ce qu'elle n'a jamais fait finalement. Là, cela devient très sérieux. Qu'elle évite les coups de téléphone de son père, puisqu'elle a menti, est entendable. Mais qu'elle ne contacte pas son petit frère à qui elle a confié ce secret, c'est angoissant. La nuit est tombée. Il n'y a plus rien à faire ce soir-là. Dès le lendemain, Harry part à la première heure pour Embu-Guassou à nouveau. Il s'arrête à la gare routière et trouve un chauffeur à qui il demande s'il a aperçu Felipe et Liana. Première bonne nouvelle depuis plusieurs heures. Le chauffeur répond qu'il les a vus. Ils étaient dans son bus il y a 2 jours. Il donne l'emplacement exact où le couple est descendu. Le père s'y rend et commence à examiner les alentours. Ils cherchent leur campement puisque c'est ce qu'ils sont venus faire. Et ils découvrent la tente de Liana et Felipe. Mais cette découverte ne fait qu'accentuer le sang d'encre que se fait le papa depuis le début de toute cette histoire, puisque cette tente est totalement déchirée. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur de cette tente, il y a le téléphone portable de sa fille.
Que s'est-il passé ici? Un animal a-t-il attaqué le couple? Ont-ils fait une mauvaise rencontre? Quoi qu'il en soit, il semble qu'ils aient dû s'enfuir rapidement. Harry ne cherche pas à comprendre les événements qui ont pu se produire ici. Il téléphone immédiatement à la police pour signaler la découverte, et aussitôt, des enquêteurs et des agents sont envoyés sur place pour commencer les recherches. La police ratisse tout l'espace que les campeurs utilisent habituellement. La fouille permet de trouver le portefeuille de Liana, le téléphone portable de Felipe et les habits du couple. Là, les policiers craignent le pire. Les téléphones portables abandonnés ainsi que les portefeuilles et les habits, ça sent l'enlèvement à plein nez. Les enquêteurs, un peu sceptiques au départ quant à un crime avec deux jeunes gens amoureux qui ont décidé de faire du camping, sont désormais totalement concentrés sur cette affaire et font tout pour essayer de les retrouver. Les médias ont vent de la mystérieuse disparition d'un jeune couple de Brésiliens dans la campagne de Sao Paulo et diffusent l'information dans tout le pays. Des tracts pour retrouver Liana et Felipe sont distribués par milliers dans toute la région. Aucun Brésilien ne peut ignorer ce qu'il s'est passé dans cette partie du pays, tant l'histoire de ce couple s'est répandue comme une traînée de poudre. Et c'est une bonne chose, parce que des milliers de personnes se mobilisent pour tenter de localiser ces deux jeunes personnes. Le lendemain, le mardi 4 novembre, un homme travaillant dans la région d'Embu-Guaçu contacte le père de Liana afin de savoir s'il peut rejoindre l'équipe de recherche pour apporter son aide et son expertise du terrain. En réalité, cet homme s'appelle Arnaldo. Il connaît la région comme sa poche, il y a grandi et a parcouru le moindre centimètre carré des terres du secteur. Comme tous les Brésiliens, il a entendu parler de la disparition inquiétante du jeune couple. Ému, il souhaite participer. Évidemment, toute aide est précieuse, et Harry accepte de l'intégrer aux recherches. Alors Arnaldo est non seulement précieux par sa connaissance du terrain, mais il sait aussi à qui parler. Et il y a un homme qui ne l'a pas convaincu du tout lors d'une discussion. Et cet homme s'appelle Antonio Caetano. Arnaldo n'hésite pas une seule seconde. Il se rend directement auprès des forces de l'ordre et transmet tous les doutes qu'il a à l'égard de cette personne qui, selon lui, est impliquée de près ou de loin dans cette affaire, qui prend une tournure vraiment sombre. Le 10 novembre 2003, Antonio est donc convoqué par les enquêteurs. Il s'installe dans une salle d'interrogatoire et c'est alors une pression monstre qui lui est mise sur les épaules, parce que les inspecteurs commencent également à émettre des doutes à son égard. Et finalement, cet homme suspect qu'est Antonio va dire des choses, et les mots qui sortent de sa bouche sont terrifiants. Le couple que forment Liana Friedenbach et Felipe Café a disparu depuis 3 jours désormais. Et même si l'enquête de la police progresse, elle prend une direction terrible. Parce qu'il y a un suspect nommé Antonio, assis dans les locaux des forces de l'ordre et il vient de craquer lors de son interrogatoire. Il sait ce qui est arrivé au couple. D'après lui, le matin du jour où Liana et Felipe sont sortis du bus à Santa Rita, ils ont croisé la route de 2 jeunes hommes nommés Champigna, dont le vrai nom est Roberto Cardoso, et Pernambuco, qui en fait est Paolo Silva Marques. Paolo aurait immédiatement remarqué Liana à la descente du bus. Il l'aurait trouvée mignonne, et il a tout de suite compris que le couple s'apprêtait à camper dans le coin. Ce sont leurs gros sacs qui les ont trahis. Puisque Champigna et Paolo savent que Liana et Felipe vont passer la nuit à la ferme abandonnée, ils ont patienté tranquillement la tombée de la nuit, avant de se rendre dans le secteur où les 2 jeunes campent dans la nuit de samedi à dimanche. Équipés d'une machette, le duo cherche la tente du couple. Ils n'ont eu aucun mal à mettre la main dessus, d'après Antonio, parce que Champigna et Paolo savent très bien où les gens se rendent pour poser leur tente. Ils trouvent donc l'installation de Felipe et Liana dans l'intention de les dépouiller. Les voleurs ont ouvert la tente en criant et en brandissant la machette pour que le couple sorte sans faire d'histoire. Endormis, la surprise est totale pour Felipe et Liana qui sont totalement paniqués à la vue de la machette. Sauf que la machette n'est pas l'arme la plus inquiétante. L'un des 2 voleurs tient également un fusil dans les mains. Le couple n'a pas le choix que d'obéir aux ordres des 2 jeunes hommes qui les menacent. Ils n'ont rien pour se défendre et en face, ils paraissent virulents et très dangereux. Liana et Felipe sortent donc de la tente. L'un des agresseurs regarde rapidement à l'intérieur et trouve une bouteille de vin qu'il prend pour lui. Les 2 voleurs s'assoient face au couple, ouvrent la bouteille, boivent, puis ordonnent à Felipe et Liana de leur donner tout leur argent. Sauf que, si ces 2 jeunes avaient vraiment de l'argent, ils ne seraient pas venus camper dans ce coin perdu de la région de Sao Paulo. Ils n'ont absolument rien sur eux. Et d'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas de bijoux non plus, ils sont en train de camper. En général, ce n'est pas dans de telles conditions que l'on se balade avec une fortune sur soi.
Agacés, les deux voleurs recouvrent la tête de leur victime et les conduisent sur un chemin dans la forêt. Ensemble, ils marchent un peu plus d'1 kilomètre. La destination est la maison d'Antonio, celui-là même qui se tient devant les enquêteurs et qui raconte le déroulé des événements. Durant le trajet, Liana essaye de négocier avec les malfaiteurs, en leur expliquant que sa famille a de l'argent et qu'ils pourraient réclamer une rançon. Elle leur assure qu'elle sera payée rapidement. Mais alors que Champigna et Paolo s'étaient présentés comme des voleurs dans un premier temps, ils ne semblent pas s'intéresser à la proposition de l'adolescente, alors que n'importe quelle personne voulant dérober de l'argent aurait sauté sur l'occasion. Mais pas dans ce cas. C'est alors que les 4 arrivent à la maison d'Antonio Caetano. Liana et Felipe sont amenés à l'intérieur, chacun séparé dans une petite pièce. La maison est vide parce que le propriétaire n'est pas présent. Seul le couple et ses agresseurs sont donc à l'intérieur. Et le terme « maison » est gentil pour décrire cette bicoque tombant en ruine. Absolument aucun soin n'est apporté au bâtiment, et l'intérieur est extrêmement sale avec des déchets jonchant au sol et un désordre total. L'endroit n'est pas fait pour rassurer le couple séquestré. Si les deux voleurs n'étaient pas intéressés par la proposition de Liana de solliciter une rançon à ses parents, c'est parce qu'ils ont des intentions bien plus glauques. Liana, qui se trouve seule dans une pièce, est agressée sexuellement par Champigna et Paolo à plusieurs reprises durant toute la nuit. C'est une horreur absolue qui est vécue par la pauvre adolescente de 16 ans pendant des heures. Et c'est un calvaire également pour Felipe, qui entend absolument tout ce qu'il se passe dans la pièce d'à côté. Malheureusement, il est impuissant puisqu'il a été ligoté. Mais il tente tout de même de supplier les agresseurs de stopper tout ça et de les relâcher. Bien sûr, en vain. Cela amuse même les deux détraqués. Lorsque l'un se trouve avec Liana, l'autre surveille Felipe, qui est également battu parce qu'il ne veut pas se taire et crie sans arrêt. Et le roulement dure ainsi toute la nuit entre Champigna et Paolo. C'est à 6h du matin que les choses vont à nouveau bouger. Felipe et Liana sont réunis, toujours attachés, pour quitter la maison et reprendre un chemin en forêt sans connaître la future destination. Ils commencent à marcher avec leurs 2 prisonniers à leur côté. Petit à petit, Paolo, qui est armé du fusil, prend de la distance avec Champigna et Liana, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus à portée de vue. En réalité, Paolo a emmené Felipe dans un endroit plus discret, l'a forcé à se mettre à genoux avant de l'exécuter d'une balle dans la nuque. Liana n'a rien vu de ce qu'il s'est produit, mais elle a entendu le bruit du coup de feu, et aussitôt, totalement paniquée, elle demande à Champigna ce qu'il se passe, et le jeune homme lui répond qu'ils viennent de libérer Felipe. C'est évidemment un mensonge. L'adolescente a également du mal à croire ce que lui raconte son ravisseur, mais d'un autre côté, elle aimerait que ce soit vrai. Et pour qu'elle continue d'être docile, Champigna lui dit qu'elle également va bientôt être libérée. À ce moment, les deux se débarrassent de Felipe froidement parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le garder avec eux. Ils se sont amusés à le frapper durant la nuit, mais la vérité, c'est qu'ils veulent garder Liana pour continuer de l'abuser sexuellement. C'est exactement ce qu'il se produit. Après avoir abattu Felipe, ils sont retournés tous les 3 dans la maison d'Antonio pour séquestrer et agresser l'adolescente dont le calvaire reprend de plus belle. Ce n'est que le lundi 3 novembre qu'Antonio est revenu chez lui. Sauf qu'il n'est pas seul. Il est accompagné d'un 2e homme, nommé Agnaldo Pires. Et Agnaldo Pires n'est pas une personne très respectable. C'est un alcoolique chronique, violent au passé criminel bien fourni. Quand les 2 hommes arrivent, ils demandent pourquoi il y a tant de monde ici, et qui est cette fille ? Alors, Champigna et Paolo racontent absolument tout dans les moindres détails. Comment ils ont braqué le couple avant de les séquestrer, puis d'exécuter Felipe. Ils terminent par dire qu'ils offrent Liana à Antonio et Agnaldo, en guise de cadeau. Toute personne avec un peu d'humanité aurait sauvé l'adolescente avant de dénoncer ces 2 monstres. Mais pas dans ce cas. Agnaldo et Antonio acceptent le cadeau des 2 garçons. Antonio explique qu'il n'a pas agressé sexuellement la jeune fille, contrairement aux 3 autres. Mais comment le croire ? Rappelons qu'il a été dénoncé à la police et que c'est pour cette raison qu'il se trouve dans ces locaux. Alors Antonio explique qu'il n'a pas participé à l'agression, pourtant il n'est pas moins fautif. Durant la journée, alors que Liana subissait un enfer, lui se contentait de faire du café et de cuisiner pour tout le monde. C'est littéralement de la complicité. Plus tard dans la journée, un autre homme rejoint toute la troupe. Il s'appelle également Antonio. Mais Antonio Mathias, le 2e Antonio, rendait une visite amicale au premier Antonio, Antonio Caetano, à qui appartient le taudis de l'horreur. D'après Caetano, Antonio Mathias a discuté avec Champigna en arrivant, et le garçon de 16 ans lui a fait la même proposition qu'aux autres.
Et Antonio Matias s'est également rendu dans la pièce où se trouvait Liana pour abuser d'elle. Cette affaire est absolument monstrueuse. Cela fait 3 personnes. 3 si l'on enlève les 2 premiers agresseurs. Et aucun des 3 n'a bougé le petit doigt pour l'adolescente, dont les cris ont cessé sous le choc des moments qu'elle est en train de vivre. Le lendemain matin, le mardi 4 novembre, Champigna habille Liana avec un gros pull à capuche. Le garçon a bien vu le visage de la jeune fille aux informations. Il sait qu'elle est vivement recherchée. C'est pour dissimuler son visage au maximum qu'il lui a donc donné ce vêtement. Liana est amenée à la maison d'un autre ami de Champigna. Liana est présentée comme la petite amie de celui-ci. Et manifestement, il ne regarde pas trop la télévision, parce qu'il ne reconnaît pas la jeune fille. Ou alors il l'a reconnue, mais a décidé de ne pas se mêler à une histoire qui pourrait lui poser des problèmes. Liana, quant à elle, est en état de choc complet. Elle ne parle pas, ne tente pas de s'enfuir et n'essaye même pas d'avertir la personne chez qui elle est accueillie qu'elle est retenue captive depuis plusieurs jours. Il se peut aussi, avec tout ce qu'elle a subi depuis ce samedi soir, qu'elle suppose qu'il n'y a plus une seule personne de bien dans ce coin du Brésil, et baisse simplement les bras, attendant de voir ce qu'il adviendra. Après quelques instants chez son ami, Champigna explique qu'il est pris d'une folle envie de pêcher. Alors il prépare son matériel et tout l'équipement dont il a besoin, puis dit à Liana qu'elle va l'accompagner. Des heures durant, Liana se trouve à côté de Champigna qui est tranquillement en train de pêcher. Elle est littéralement assise aux côtés de son agresseur et ravisseur, qui lui, s'amuse à pêcher. Quand j'ai appris cette information, j'ai été totalement déconcerté. Et pourtant, vous savez que dans les histoires que je raconte, il y a des moments qui peuvent être insensés. Mais là, cela dépasse tout entendement. La partie de pêche dure plusieurs heures. Et évidemment, Liana n'a pas le choix que d'accompagner Champigna. Il est toujours armé de sa machette et l'adolescente est prise en otage. Le garçon est interrompu par son frère, qui tombe sur les 2 ados en train de pêcher. Le frère de Champigna lui demande où il était depuis samedi soir. Leur mère s'est inquiétée depuis tout ce temps, sans nouvelles de son garçon. Si elle savait. Il lui demande aussi qui est cette fille à ses côtés. Son frère dit également qu'il y a beaucoup de policiers dans le coin depuis 1 ou 2 jours. Il semble que le frère de Champigna sache que Liana soit recherchée et à quoi elle ressemble. Mais visiblement, il n'a pas l'intention de se mouiller non plus. Champigna raconte que la fille est sa petite amie. Il ne donne pas plus d'explications, mais il dit que tout va bien pour lui et qu'il va bientôt rentrer à la maison. Après avoir discuté avec son frère, Champigna remballe ses affaires de pêche. Il dit à Liana de le suivre, puis il repart chez Antonio Caetano, le propriétaire de la maison de l'horreur. Le destin de Liana s'apprête à basculer une seconde fois. Felipe Café, le petit ami de Liana, a été exécuté. L'adolescente, quant à elle, a subi un véritable calvaire durant des jours et des jours, avec des agressions sexuelles à répétition, en étant offertes en cadeau à des hommes absolument affreux. Mais la voici de retour à la maison d'Antonio Caetano, après avoir passé plusieurs heures à pêcher en compagnie de son ravisseur, Champigna. Le mercredi 5 novembre 2003, à 5h du matin, Champigna repart en compagnie de Liana qui doit le suivre, sans connaître la destination. Mais en état de choc, elle s'en fiche. Elle attend seulement le point final à toute cette histoire. Et il est pour bientôt, puisque le garçon annonce à sa prisonnière qu'elle va être libérée. Il est en train de la ramener à la gare routière, d'où elle est venue pour qu'elle puisse enfin rentrer chez elle. Liana ne réagit pas à cette annonce. Elle sait qu'elle a affaire à un véritable psychopathe qui ment plus qu'il ne respire et se contente d'obéir aux indications de cette horrible personne. Liana marche légèrement devant Champigna. Les deux arrivent à hauteur d'un ruisseau. C'est alors que le garçon prononce le nom de Liana pour qu'elle se tourne face à lui. Armé de la machette, Champigna balance violemment son bras de gauche à droite. Il vient d'attaquer brutalement Liana avec la lame qu'il tient dans les mains, avec un coup mortel au niveau de la gorge de l'adolescente. Enfin, le coup aurait pu être mortel. Mais Liana a eu un bon réflexe et a été touchée, mais pas suffisamment pour être blessée mortellement. Dans la foulée, elle s'enfuit en courant et Champigna la poursuit. Le jeune garçon réussit à la rattraper. Il ne retient pas ses coups cette fois et il ne la rate pas non plus. Liana est poignardée à 15 reprises dans le dos et au niveau de la poitrine. C'est une véritable boucherie. Alors qu'elle est déjà morte, Champigna s'acharne en plaçant des coups de machette au niveau du crâne de sa victime. Grâce à l'eau du ruisseau, le tueur nettoie son arme, puis retourne tranquillement chez lui. Là-bas, il ôte ses vêtements, couverts du sang de Liana, pour les cacher tout comme sa machette, puis va se coucher comme si de rien n'était. Le lendemain, le jeudi 6 novembre, Champigna se réveille. Il commence sa journée, mais il est prévenu par son frère que la police est à sa recherche, et qu'il doit se présenter au poste, ce qu'il fait.
Et là, il se produit quelque chose de curieux. Champigna se rend dans les locaux de la police. Il discute avec des enquêteurs, mais au terme de cet entretien, il est finalement relâché. Alors le cadavre de Liana n'a pas encore été trouvé et il n'y a pas réellement de preuves directes. Il s'agit plus d'un interrogatoire afin d'essayer de trouver des pistes, parce que les révélations d'Antonio n'interviennent que quelques jours plus tard. Pourtant, la police semblait déjà s'intéresser à Champigna. Logiquement, s'il y avait déjà eu un doute à son sujet, une garde à vue suivie d'une perquisition aurait sûrement été plus efficace que de libérer directement le garçon après son interrogatoire. Parce qu'il y a des conséquences. Champigna quitte le secteur pour aller se réfugier chez l'une de ses tantes dans une autre ville. Alors cette fuite paraît curieuse. Si les policiers ne l'ont pas arrêté, c'est qu'ils n'ont pas de raison de le faire. Et s'enfuir ainsi est une attitude hautement suspecte. Quoi qu'il en soit, les révélations d'Antonio arrivent donc le 10 novembre. Le même jour, les suspects dans les meurtres de Liana Friedenbach et Felipe Café sont interpellés. Antonio Caetano, le logeur, Paolo Silva Marques, l'un des tueurs, Antonio Matias, Agnaldo Pires, les profiteurs de la situation, et bien entendu Champigna, le meurtrier qui est facilement retrouvé. D'ailleurs, ce dernier, au moment de son second interrogatoire, avoue et confirme tous les dires d'Antonio Caetano, sans montrer le moindre remords. Mais est-ce réellement une surprise quand on sait tous les actes qu'il a commis ? Clairement, l'empathie ne fait pas partie de sa palette d'émotions. L'un des enquêteurs, chargé de résoudre l'affaire, demande au jeune tueur pourquoi il avait décidé de tuer l'adolescente. La réponse de Champigna est froide. « Parce que j'en avais envie », dit-il. Mais qui est réellement ce garçon de 16 ans à peine ? Comment a-t-il pu basculer dans l'horreur absolue ? Roberto Alves Cardozo, dit Champigna, n'est pas un enfant de cœur. Dès son plus jeune âge, la violence a toujours fait partie de son quotidien. Agressif, brutal et bagarreur à l'école, son parcours scolaire est chaotique. D'ailleurs, il se stoppe prématurément au collège. Il rebondit néanmoins en étant l'assistant d'un maçon du coin pour apprendre le métier. Il a déjà été impliqué dans de nombreux larcins, et son casier judiciaire est déjà bien fourni en étant mineur. Mais le plus inquiétant, c'est cette suspicion de meurtre contre un sans-abri. Le meurtre n'a jamais été prouvé, et il n'a pas été condamné. Seulement, on ne peut s'empêcher de penser qu'il a déjà pu commettre un meurtre avant l'affaire de Liana, compte tenu de son attitude dans cette affaire particulièrement sordide. Mais pourquoi Champigna est-il allé directement chez Antonio Caetano après avoir braqué Liana et Felipe ? Eh bien tout simplement parce que l'homme est également un maçon, et c'est comme ça qu'il a rencontré l'adolescent. Le profil du second tueur, Paolo Silva Marques, est quasiment identique à celui de Champigna. Un passé violent, un casier judiciaire et aucune empathie au moment d'exécuter froidement le pauvre Felipe Café. En réalité, aucun de ces hommes n'a réellement un bon fond. Mais heureusement qu'Antonio, le logeur, a rapidement craqué. Autrement, il aurait pu être véritablement compliqué de mettre la main sur tous les tueurs et les complices. Le jour même de l'arrestation de tous ces protagonistes, le plus jeune des tueurs conduit les enquêteurs à l'endroit où gît le corps de la pauvre Liana Friedenbach et de son petit ami Felipe Café. Dans la suite de la procédure, Champigna n'a pas été jugé en tant que mineur au Brésil. Il est automatiquement envoyé en centre de correction pour mineurs jusqu'à ses 21 ans. Techniquement, à partir de ce moment, il est libéré et n'a plus à rendre de compte auprès de la justice. Seulement, les crimes qu'il a commis étaient si horribles qu'au moment de ses 21 ans, le ministère de la Justice ne l'a pas oublié. Et lorsqu'il est sorti, il a dû passer une batterie de tests avec des psychiatres. Ceux-ci ont décelé de nombreux troubles mentaux. Ils en ont déduit que Champigna est un danger pour la société. Sauf que d'un point de vue juridique, il ne peut plus être inquiété. Mais comme son diagnostic expose une maladie mentale, le ministère de la Justice a pu imposer une espèce de tutelle. Autrement dit, Champigna n'est pas en capacité de se gérer lui-même, ou d'accomplir des actes en son nom. C'est une tierce personne qui gère tout ça pour lui. En plus de cela, du fait des maladies mentales diagnostiquées, dès sa sortie, Champigna est renvoyé en hôpital psychiatrique et n'en sera relâché que s'il n'est plus évalué comme un danger pour la société brésilienne. Antonio Caetano, le logeur, Agnaldo Pires, Antonio Matias et Paolo Silva Marques ont tous été reconnus coupables de meurtre, séquestration, actes de barbarie et viol sur mineurs. Antonio Matias, l'ami d'Antonio Caetano, le logeur, est condamné à 124 ans d'emprisonnement. Agnaldo Pires, également l'ami du logeur Antonio, doit purger 47 ans d'emprisonnement. S'il y a un si grand écart entre les deux condamnations, c'est parce que le premier condamné a avoué avoir frappé violemment Liana.
La qualification de coups et blessures s'est donc ajoutée. Antonio Caetano, le logeur, n'est condamné qu'à 6 ans d'emprisonnement. Certainement parce qu'il a coopéré avec les forces de l'ordre, ce qui a permis l'arrestation de tous les autres complices, mais au fond, il est tout aussi coupable que ses amis. Paolo Silva Marques, celui avec qui toute cette affaire a commencé, puisqu'il est le premier à avoir repéré Liana quand le couple est descendu du bus, est condamné à une peine de 110 ans de prison. Depuis le temps, Antonio Caetano a effectué la totalité de sa peine et a été libéré au bout de 6 ans. Je sais que vous n'attendez qu'une seule chose, de savoir si Roberto Alves Cardoso, dit Champigna, a été libéré de l'établissement psychiatrique où il a été enfermé. Eh bien non, les médecins brésiliens semblent continuer de penser qu'il reste un danger pour la société et il n'a toujours pas été relâché. D'ailleurs, c'est une situation qui lui déplaît, puisque le 2 mai 2007, il a tenté de s'enfuir de l'hôpital psychiatrique où il se trouve, et a réussi à quitter l'établissement, mais le fugitif s'est fait rattraper quelques heures seulement après avoir fui. C'est sa propre famille qui a dénoncé l'endroit où il se cachait. À croire qu'il savait ce dont il était capable et il est dommage qu'il n'ait pas décidé de s'intéresser à son cas avant qu'il ne commette les atrocités dont il a été l'auteur. Seulement, enfermer une personne aussi longtemps, sans avoir de date de sortie potentielle, cela va à l'encontre de la dignité humaine, et le cas de Champigna est devenu un problème au niveau de la justice. Personne ne sait comment le traiter. Finalement, pour ne pas le libérer, un département spécial a été créé pour lui, où il resterait enfermé à vie. Des images de l'endroit où Champigna a été transféré ont fuité. On peut y voir un petit logement décoré avec même une télévision à l'intérieur, loin des conditions carcérales classiques du Brésil. Bien sûr, cela a révolté la population de voir que l'un des tueurs les plus sadiques du pays puisse vivre plus convenablement que des familles modestes, et que son cas coûte des milliers de dollars au gouvernement, uniquement pour l'entretenir. Un gouverneur a dû calmer le jeu face à la grogne, expliquant qu'il valait mieux pour la population que cet homme soit enfermé à vie dans ces conditions, plutôt qu'il soit dehors et que des citoyens soient en danger de mort à cause de lui. Et au fond, il a raison. Voici pour cette affaire brésilienne qui donne froid dans le dos. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Brésil en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Bye.